Citoyens, citoyennes, sujets, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. C'est Alexandre du Cercle Richelieu qui vous parle. Je viens de finir la lecture du livre de Sophie Montel, Bal tragique au Front National, et je me suis dit que j'allais vous en parler, mais je ne vais pas simplement faire une émission pour vous parler d'un livre qui vient de sortir. Je ne vais pas faire une chronique littéraire. Je vais mettre en perspective ce que j'ai lu, ce qu'a écrit Sophie Montel, et mes propres souvenirs du Front National. Vous vous rappelez, j'ai été membre du Front National entre 2008 et 2011, donc pendant 30 ans, et j'y ai gardé encore aujourd'hui mes amitiés. J'ai eu même quelques fonctions au sein du FNJ. Sophie Montel, elle, y est restée pendant 30 ans, elle est partie en 2017, et dans son livre, elle raconte la période 2010-2017. Donc on est un petit peu à cheval, voilà, on a un petit peu peut-être les mêmes souvenirs, donc on va voir ce qu'elle en pense. Avant ça, j'ai deux questions à vous poser, vous pouvez y répondre dans les commentaires. Première question, est-ce que le FN-Rassemblement National est mort politiquement? Deuxième question, est-ce que sa mort est ou serait une bonne chose pour les nations, pour les patriotes, pour les souverainistes, dans le sens où ceux-ci pourraient enfin s'affranchir du Front National? Bien, une fois que ça c'est cadré, deux petits points. Sophie Montel vient de publier ce livre, il est sorti il y a 2 semaines, elle est partie, comme je vous l'ai dit, il y a 2 ans du Front National, elle est partie en 2017, elle a rejoint ensuite les Patriotes de Florian Philippot, et elle en est partie également. Elle y est restée 30 ans au total au Front National. Sophie Montel, je l'ai rencontrée 2 fois durant ma période FN. Je l'ai trouvée assez antipathique, on va pas se mentir, mais je lui ai parlé 2 fois 5 minutes, donc je vais pas non plus vous dire que je la connais bien, quoi. À la différence de Sophie Montel, je suis parti aussi en gardant des amitiés au sein du FN. Donc, même si je ne suis plus sur la même ligne que l'époque, je vais essayer de pas foutre ces amitiés en l'air, si vous le voulez bien. D'autant plus que, à la différence de Madame Montel, moi je ne suis resté que 3 ans et je me suis rendu compte que l'organisation interne était catastrophique au sein du FN. Et Sophie Montel nous explique qu'elle est restée 30 ans avant de comprendre que l'organisation interne du FN est catastrophique. Vous savez que d'habitude je vous parle d'abord longuement de la forme avant de vous parler du fond. Ça c'est le dernier petit point de cette introduction. Là ça va être très rapide parce que la forme pour ce livre, clairement on s'en fout. C'est très mal écrit. Parce que Madame Montel ne sait pas écrire, visiblement. Point final. On passe au fond. Vous trouverez normalement dans la description le minutage avec les différentes séquences. La médiocrité des hauts cadres du FN, ça c'est un des gros thèmes de Sophie Montel. Et je dois avouer que, oui, je voulais vous en parler aussi, parce que moi, les cadres supérieurs du FN, je les ai côtoyés sur ma région. C'est-à-dire les cadres PACA. Et j'ai trouvé, effectivement, je suis d'accord avec Sophie Montel, que globalement, la médiocrité était de mise. Elle dresse le portrait, déjà, on va commencer par ça, d'une Marine Le Pen inculte, sans qualité intellectuelle, sans finesse, sans respect pour les militants. Ce qui, objectivement, n'est pas faux. C'est pas... On va dire objectivement que Marine Le Pen n'a pas de passion pour l'activité intellectuelle. Elle n'a pas de colonne vertébrale intellectuelle. Vous savez, le FN est divisé maintenant depuis un certain nombre d'années entre 2 lignes politiques. C'est-à-dire, la première, c'est de prôner l'union des droites. La deuxième, c'est de s'affranchir des concepts de droite et de gauche et de jouer la carte du souverainisme contre le mondialisme. Marine Le Pen, elle s'en fout un petit peu de tout ça. Elle veut voir ce qui la rapprocherait éventuellement un peu plus d'une éventuelle victoire, ou plutôt d'une défaite, mais la moins large possible, quoi. Alors oui, aussi concernant les militants, c'est vrai que Marine Le Pen, à ce que j'ai pu voir, je ne l'ai jamais côtoyé de près. J'ai côtoyé un petit peu son père, Jean-Marie Le Pen. J'ai rencontré plusieurs fois sa nièce, Marion Maréchal. Elle, c'est celle que je connais le moins, peut-être, dans le clan des Le Pen. Mais on voyait, au début en tout cas, qu'elle était mal à l'aise avec les militants et les militantes. Parce que les militants et les militantes, ils l'idolâtraient au début. Ils avaient envie de la toucher, vous savez, c'est un peu Dalida avec tout son monde autour d'elle. Ils avaient envie de la toucher, ils avaient envie de l'embrasser, ils avaient envie de lui parler. Et elle était mal à l'aise avec tout ça. Elle, il lui semblait que le combat politique, il se faisait d'abord sur les plateaux télé. Et c'était Jean-Marie Le Pen d'ailleurs qui l'avait repris, parce qu'un jour elle avait dit j'en ai marre de tous ces cons, et Jean-Marie Le Pen avait dit c'est ces cons qui vont coller tes affiches. Donc quand même essaye de les respecter un minimum, quoi.
Mais même si elle n'a pas de respect pour Marine Le Pen, Sophie Montel est quand même convoquée en mai 2010 à Montretout par Marine Le Pen pour préparer son accession à la présidence du FN. Alors d'ailleurs, c'est là que ça m'a un petit peu étonné parce que je me suis dit comment ça se fait que Montel ait fait partie de la dizaine de personnes convoquées à Montretout, donc suffisamment proche de Marine Le Pen, quand on voit ce qu'elle en dit. Pourtant, Montel nous explique qu'elle n'a jamais été proche de Marine Le Pen. Dans ce cas-là, je me suis dit immédiatement, mais du coup, pourquoi ne pas avoir soutenu Bruno Gollnisch, puisque intellectuellement, quand même, c'est autre chose. Je crois que c'est un professeur, il me semble, de droit commercial et de droit commercial japonais. Je sais qu'il parle couramment japonais, sa femme, il me semble, est japonaise. Mais le monsieur est trop tradi, trop catho-tradi. Alors je me suis quand même demandé ce que Madame Montel foutait au FN pendant si longtemps pour sortir une phrase comme ça. Mais donc, comme les catho-tradis, ça l'insupporte, visiblement, elle a décidé de faire son choix sur Marine Le Pen, même si déjà à l'époque, il semble qu'elle avait aucun respect pour Marine. Bon, même si on comprend que ce jour-là, en fait, elle fait la connaissance de Florian Philippot, et elle comprend qu'on va être sur une ligne ni droite ni gauche, souverainisme contre mondialisme, et ça lui plaît beaucoup. D'ailleurs, elle dresse un portrait très flatteur de Philippot. Il est sobre, bien habillé, il observe les autres silencieusement. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez cohérent intellectuellement. Et surtout, elle nous dresse un portrait également de ceux qui sont aussi présents à cette réunion, mais qui ne sont pas elle ou Florian Philippot, où on trouve Louis Alliot, Bruno Bide, Dominique Martin, en fait le premier cercle, quoi. Et en fait, ils sont tous sous. C'est ce qu'elle nous explique, c'est que visiblement l'apéro a commencé depuis un petit moment, on a fini les bouteilles de Ballantine, de Jack Daniel, tout ça, et on est bien. On est un peu trop bien. C'est vrai qu'il y a un vrai problème, on va pas se mentir, d'alcoolisme, je trouve, au sein des fois des cadres supérieurs du FN. Alors, on a vu il y a pas très longtemps que c'était le cas aussi dans les autres partis. Vous vous souvenez peut-être d'un gros Coréen ministre de l'écologie, il me semble, pendant un temps, ou une connerie comme ça, colonel de réserve, qui a expliqué que il allait renvoyer un noir à Ouagadougou et qui voulait qu'une femme dans une boîte de nuit le suce, etc. Ben, on voit donc du coup que l'alcool, c'est un problème qui dépasse le FN. Mais visiblement, ils aiment bien l'alcool, ils aiment bien le pinard. Alors très bien. Moi, encore une fois, je suis d'accord avec ce que dit Madame Montel. Le niveau, globalement, des cadres du FN-RN, il est pitoyable. J'ai côtoyé un grand nombre de conseillers régionaux FN en PACA entre 2008 et 2011, et j'ai pu m'en rendre compte, en fait. J'ai bien connu Stéphane Durbeck, qui était un fou, un malade mental. Un jour, je vous expliquerai, je vous ferai une émission sur le temps que j'ai passé à militer avec Stéphane Durbeck. Je vous raconterai toutes les conneries que ce mec a fait, c'est extraordinaire. Laurent Coma, alors là, Laurent Coma qui a été, il me semble, même secrétaire départemental Bouches-du-Rhône, conseiller régional PACA, ce type-là, qui un jour est rentré dans le bureau d'un pote, collaborateur FN au conseil régional, et a dit « Tiens, j'ai quelque chose à te montrer ». Mon pote, il le connaissait à peine, hein, Laurent Coma. Il lui fait « Tiens, j'ai quelque chose à te montrer ». Il sort son téléphone, et il montre une vidéo de lui en train de se faire sucer, et il ajoute « C'est une prostituée ». Mais qui fait ça ? Enfin, vous imaginez ce genre de choses ? Vous imaginez, imaginez que vous êtes dans une entreprise, vous passez devant une secrétaire ou un secrétaire, vous dites ah tiens, en fait j'ai quelque chose à te montrer. Voilà, ça c'est moi qui sodomise une prostituée dans le bois de Boulogne, qui fait ça. Sincèrement. Bon, de toute façon je pourrais vous en raconter d'autres sur Laurent Coma. Joëlle Mélin aussi. Elle qui par contre était très compétente pour le coup, mais extrêmement antipathique. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi antipathique. Thibaut de la Tocquenay, qui était sympathique et compétent, mais obsédé par l'anticommunisme au point d'être ultra-libéral. Gérard Guérin, le majordome homosexuel de Jean-Marie Le Pen, très sympa, mais complètement inutile. On va pas se mentir. Lui il est arrivé après, hein, je crois, il me semble, longtemps après même. Jean-Marie Le Pen, immense tribun, mais clairement pas très actif au conseil régional PACA, hein, on va pas se mentir. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais voilà. Et visiblement, Madame Montel, elle a connu les mêmes situations au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Des élus qui sont là par copinage, qui ne savent pas écrire, qui sont tout le temps absents, qui sont les amants des uns et des autres, et c'est pourquoi ils sont placés sur cette liste. Et c'était également le cas d'ailleurs en PACA sur les amants et les amantes. À titre d'exemple, donc Stéphane Ravier. Bon, Stéphane Ravier, ex-conseiller régional, sénateur de la République. À un moment, il a imposé comme conseillère régionale Éléonore Bèze, c'est son vrai nom, qui est son amante. Elle a été élue conseillère régionale. Alors j'ai rien contre elle. Je le dis sincèrement, je n'ai rien contre elle. Elle n'est pas compétente, mais elle est assez sympathique.
Mais voilà, elle était là uniquement parce qu'elle était l'amante de Stéphane Ravier, et tout le monde le sait au sein du FN. Tout le monde savait pourquoi elle était là. Bien sûr, vous allez me dire, ça existe dans tous les partis, ce genre de copinage, et particulièrement d'ailleurs pour les élections de liste. Vous êtes sûr de pouvoir être élu sans avoir besoin de faire campagne. Mais dans les autres partis, comme souvent il y a plus d'élus, au final, les débiles, les amants et les amantes des uns et des autres sont dilués et encadrés par les bons et par les moyens. Voilà, imaginons au conseil régional, vous avez 50 élus, La République en marche, imaginons. Vous en avez peut-être 10 ou 12 qui sont vraiment bons, vous en avez peut-être 15 qui sont moyens, et donc ça nous fait une petite majorité, voilà, 27 on va dire sur 50, et les 23 autres ils sont encadrés, et on les voit pas souvent en fait, parce que des fois ils sont pas là, des fois ils ont jamais grand chose à dire, et donc ça tourne autour de ces 27 personnes qui vont prendre la parole. Donc on peut le cacher un petit peu, voilà. Au FN, quand vous avez entre 10 et 20 élus, et que, on va dire que sur 10, il y en a 2 qui sont très bons, 2 qui sont moyens, et 6 qui sont des débiles profonds, ben ça se voit beaucoup plus facilement, on va dire. Ça se voit comme, ça se voit comme si vous plantiez un arbre au milieu d'une colline dévastée par un incendie. Alors, cette médiocrité, d'ailleurs, elle n'est pas uniquement, on va être honnête, au niveau des cadres régionaux. Hein. Montel explique d'ailleurs que Marine Le Pen, elle est comme son père, elle ne souhaite pas spécialement l'arrivée au pouvoir, ça lui fait un petit peu peur. Et là, je vais vous lire un passage du livre, un passage rapide où elle cite Bruno Bild, du coup. Donc c'est lui qui parle. Si demain nous venions à emporter l'élection présidentielle, sur un malentendu, on ne sait jamais, nous serions forcés de partir en moins de 6 mois dans un grand éclat de rire général. En fait, c'est presque une plaisanterie chez les hauts cadres du FN. La victoire finale. Même au niveau local, personne n'y croit. C'est-à-dire que, sincèrement, je sais que Marion Maréchal croyait en ses capacités de victoire en PACA. Et je sais elle le voulait. Et je sais qu'elle était entourée d'une petite équipe, 5-6 personnes, qui eux y croyaient et qui le voulaient vraiment. Mais tous les autres, tous les hauts cadres du FN en PACA, pour la dernière élection régionale, étaient terrifiés. Ils étaient terrifiés à l'idée de remporter ce conseil régional. Ils ne savaient pas comment ils l'auraient géré. Et je pense que Marion Maréchal, si elle l'avait emporté, elle aurait mis beaucoup de bonne volonté, mais les autres autour d'elle, je pense qu'ils auraient très vite été dépassés. Alors vous allez me dire, quand on voit la manière dont le conseil régional PACA est géré aujourd'hui par l'UMP, par les Républicains, on peut se dire qu'on va pas en faire une maladie non plus, quoi. Mais enfin, tout ça, ça veut dire que la médiocrité des élus FN se justifie aussi en grande partie par une volonté de rester dans l'opposition. Parce que rester dans l'opposition, c'est malgré tout rentable en termes de sièges d'élus, en termes d'argent, tout simplement, quoi. Mais à ce niveau-là, elle critique d'ailleurs fortement Jean-Marie Le Pen pour sa tentative d'être, selon ce qu'elle dit, ce sont ses mots, d'être un boulet. Voilà, sa tentative de rediaboliser constamment le FN. Mais alors dans ce cas-là, il y a une question que je me suis posée à ce moment-là, c'est pourquoi être resté 30 ans au FN, donc quand même, si je ne m'abuse, 24 années sur 30, avec Jean-Marie Le Pen comme président, et non pas comme président d'honneur, comme président du FN. Moi, je me pose quand même quelques questions. Voilà, passons à la suite. Alors, Sophie Montel raconte également le fameux bureau politique du 4 mai 2015 et l'éviction de Jean-Marie Le Pen. Dans cette éviction, elle prend le parti de Marine Le Pen et elle décrit globalement la lâcheté au sein du bureau politique. Peu de gens ont le courage de parler, peu de gens ont le courage de soutenir clairement Marine Le Pen contre Jean-Marie Le Pen. Elle le fait, visiblement, en tout cas c'est ce qu'elle dit, mais enfin elle s'accorde beaucoup de lauriers dans beaucoup de choses, Madame Montel. Mais au-delà de ça, au-delà de ce bureau politique, elle raconte l'opposition entre Philippot et Jean-Marie Le Pen. Et on comprend vraiment que ce sont deux mondes différents qui s'affrontent. D'un côté, on a l'énarque, subtil, mais peu capable de s'enflammer, pas un très grand meneur d'hommes. De l'autre, le tribun de la 4ème République, avec ses envolées lyriques, grand meneur d'hommes, mais incapable de prendre le pouvoir, et réellement n'en voulant pas. En fait, dans ce parti, le seul qui peut-être a réellement cru à un moment que le FN allait prendre le pouvoir, hormis au niveau des militants évidemment, c'est Florian Philippot, qui clairement, je pense, se voyait Premier ministre
à, on va dire, 35 ans de Marine Le Pen. Et plus tard, quand elle serait partie, pourquoi pas un président. Il y a une extrême naïveté, hein, d'ailleurs, chez ce tome, je pensais pas. On raconte d'ailleurs que Damien Philippot, frère de Florian, lui a expliqué que quelques jours avant le bureau politique, qui donc allait virer Jean-Marie Le Pen, une réunion aurait eu lieu entre Marine Le Pen, les frères Philippot, donc Florian et Damien, et Bruno Bilde, durant laquelle les frères Philippot ont clairement énoncé un ultimatum. Marine Le Pen devait choisir entre eux et son père. Et elle a choisi. Et finalement, cet ultimatum, peut-être qu'elle l'a jamais vraiment digéré. Parce que je pense que Marine Le Pen aime quand même son père. Je pense qu'elle n'avait pas envie de choisir. Elle aurait aimé rester dans un statu quo où les deux continuent à subsister au sein du Front National. Mais Florent Philippot, lui, il voulait vraiment gagner. Ce qui n'était pas le cas de Marine Le Pen, je pense. Florent Philippot, il s'est dit, pour gagner, il faut lâcher le menhir. Il faut lâcher Jean-Marie. Marine Le Pen, elle a accepté de lâcher, mais finalement, elle n'avait pas grand-chose de plus à gagner, puisqu'elle comptait pas remporter les élections. Alors, à côté de ça, elle nous évoque un Florian Philippot qui a à peine adressé la parole, je pense, pendant toute sa période Front National commune avec Jean-Marie Le Pen au menhir. Ils ne sont quasiment jamais parlé, ils sont très peu appréciés, ça évidemment tout le monde le sait. Mais c'est intéressant parce que je crois que Florent Philippot a réellement cru à un moment qu'il allait changer profondément le Front National et qu'il allait en faire une force de frappe. Je pense qu'il s'est réveillé un beau matin, un petit peu déçu. On va pas se mentir. Alors elle parle de Marion Maréchal. Montaigne ne l'aime pas du tout. Visiblement, aucun Le Pen ne lui plaît, quoi. Ni Jean-Marie Le Pen, ni Marine Le Pen, ni Marion Maréchal. Elle est trop à droite, trop anti-mariage pour tous. Elle lui reproche d'ailleurs sa polémique sur le mariage pour tous. Elle lui reproche aussi sa polémique sur le planning familial. Elle la décrit ainsi. Donc elle parle de Marion Maréchal. Une gamine gâtée, élevée confortablement, et qui n'a aucune idée de ce qu'est la précarité ou la détresse de certaines jeunes filles. Alors je vous avoue qu'à l'instant où j'ai lu ça, je suis pas spécialement un ami de Marion Maréchal, mais à l'instant où j'ai lu ça, j'ai été regarder ce que faisaient les parents de Madame Montel, parce que je me suis dit, est-ce qu'elle connaît la précarité et la détresse? Son père était chirurgien dentiste. Elle a visiblement été élevée dans un milieu social qui est probablement pas comparable à celui de Jean-Marie Le Pen après les héritages Lambert, mais je doute que Madame Montel ait jamais connu la précarité, sachant en plus qu'elle a été élue du FN pendant des dizaines, je pense sur ses 30 ans, probablement pendant 20-25 ans. Donc elle a jamais réellement travaillé. Elle se décrivait d'ailleurs, je crois, elle-même comme une apparatchik un jour. Donc je suis assez étonné par cette diatribe contre Marion Maréchal sur le fait qu'elle soit une gamine gâtée quand on voit la chance qu'a pu avoir Madame Montel. Alors elle rajoute d'ailleurs que c'est un petit peu aussi à cause des prises de position de Marion Maréchal sur le planning familial que Sophie Montel, aurait perdu la seule région gagnable aux élections régionales de 2015, soit la Bourgogne-Franche-Comté. Alors c'est vrai que la Bourgogne-Franche-Comté, comme il y avait une triangulaire assez importante, le FN n'est vraiment pas passé loin de l'avoir. Je crois qu'elle l'a raté à 2% ou à 1,5%, quelque chose comme ça. Mais enfin, dire, c'était la seule région gagnable. Qu'en est-il de PACA et du Nord-Pas-de-Calais, avec Marion Maréchal et Marine Le Pen? On n'est pas passé loin, là aussi, d'une victoire, me semble-t-il, quand même. Alors, autre chose qu'elle nous apprend sur Marion Maréchal, Marine Le Pen paniquerait à l'idée d'une confrontation avec sa nièce. Je sais pas. Moi, comme je dis, je connais pas beaucoup Marine Le Pen. Par contre, j'ai côtoyé donc Jean-Marie Le Pen au conseil régional PACA. Et j'ai un petit peu rencontré, un petit peu connu Marion Maréchal. Très honnêtement, moi ce que j'ai vu, c'est plutôt une Marion Maréchal qui était acharnée contre les ennemis de Marine Le Pen. Je pourrais vous raconter un jour une discussion entre Marion Maréchal et Grégory Génaro et Omar Djelil, où elle les a défoncés parce qu'ils avaient osé critiquer Marine Le Pen. Donc, ça m'étonne que Marine
aurait peur de sa nièce, ça m'étonne un petit peu, ça je dois vous l'avouer. Alors je vous fais un dernier petit extrait au sujet de Marion, toujours dans le livre de Sophie Montel. Ce qui m'a toujours frappé chez elle, c'est son regard, ses petits yeux sombres, serrés, méchants. Je dois avouer que là je me suis dit, pas avoir côtoyé la même Marion Maréchal, parce que bon, je l'ai vue 2-3 fois, je suis pas nécessairement d'accord avec elle sur sa ligne d'union des droites, je suis clairement pas d'accord avec elle sur ses conceptions économiques, mais elle a pas les petits yeux serrés méchants. Objectivement, là je pense que Madame Montel, elle part un petit peu dans un de ses délires. Nombreux d'ailleurs. Alors, à un moment, Madame Montel s'interroge. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes mises en avant au sein du FN? Et elle explique, elle, que c'est parce que, globalement, Marine Le Pen ne voudrait pas qu'il y ait une femme intelligente, peut-être jolie, qui tire un peu trop la couverture à elle, et elle écarte de ce fait les femmes un peu trop intéressantes pour s'entourer de femmes qui sont souvent un petit peu des amies à elle, des connes, on va pas se mentir, quoi. Et là, j'ai trouvé que c'était une immense hypocrisie de Madame Montel, et je me suis sérieusement demandé si cette femme avait déjà milité une fois dans sa vie. Alors Madame Montel, je vais répondre à votre question, pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui sont mises en avant au FN et dans tous les autres partis. Vous vous moquez justement des hommes qui critiquent la loi sur la parité, qui demandent qu'il y ait autant d'élus masculins que d'élus féminins. Je vous rappelle quand même que dans votre parti, il y a globalement plus d'hommes que de femmes. Mais il y a aussi beaucoup plus d'hommes encore qui sont militants que de femmes qui sont militantes, et que les femmes ont généralement encore plus peur de s'engager clairement politiquement pour un parti comme le Front National. Même s'il y a des possibilités d'être élu et de gagner un petit peu d'argent à côté. Et ça, Madame Montel, vous le savez parfaitement. C'est juste que vous avez écrit ce livre pour qu'on ne puisse rien vous reprocher. Globalement, vous vous présentez constamment dans ce livre comme la seule qui soit droite au sein du Front National, la seule qui fasse les choses bien, et vous posez des questions complètement idiotes. Vous connaissez les réponses. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui sont mises en avant au FN? Parce que l'activité politique est avant tout une activité d'hommes. Et au lieu de demander la parité, ce que vous pourriez demander, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire, combien de femmes militent pour les élections, combien d'hommes militent pour les élections. Bon, imaginons, il y a 10% de femmes qui militent pour les élections, et bien 10% des postes soient réservés aux femmes. Voilà. Parce que la réalité, en 3 ans de militantisme, c'est que j'en ai pas vu beaucoup des femmes coller des affiches le soir, j'ai pas vu beaucoup de femmes tractées, j'ai vu une grande majorité d'hommes. Ça, il fallait quand même que ce soit dit. Alors, en même temps, elle critique la commission d'investiture, la commission nationale d'investiture, donc le comité qui choisit qui va être investi pour les élections au sein du Front National, de choisir que des connes qui sont un peu jolies à cause de la loi parité, alors qu'il existerait des candidates potentielles crédibles. Mais non, je veux dire clairement non. Là, je tiens à le dire. Des femmes, il y en a très peu au FN, je le redis. Moi, je suis parti quand même, c'était pas il y a 30 ans, je suis parti en 2011. Et j'ai encore des relations, comme je l'ai dit, avec beaucoup de membres du Front National. Des femmes, il n'y en a pas beaucoup, elles font pas grand-chose. Je veux dire, celles déjà qui ont un poste, elles ne le méritent pas, dans l'immense majorité des cas. Je fais quelques exceptions pour Joëlle Mélin, Valérie Lopi, et éventuellement Sophie Montel aussi à l'époque, mais très peu de femmes s'engagent suffisamment pour mériter un poste. Et souvent, celles qui s'engagent un tout petit peu sont plus mises en avant que des hommes qui militent beaucoup plus. Alors, en même temps, elle critique fortement Marine Le Pen sur ses amitiés féminines au sein du Front National. Ça, j'ai trouvé que c'était un passage assez amusant où elle décrit les espèces de jet-setteuses qui entourent Marine Le Pen, quoi, et qui aiment avec elle se vautrer un petit peu dans des piscines de champagne, comme apparemment Marine Le Pen l'aurait dit. Alors comment ne pas finir par toutes les affaires qui entourent le Front National, le Rassemblement National? Encore une fois, elle le répète, juste avant le gros chapitre où elle parle de ça, le but du FN n'est pas d'arriver au pouvoir. Et encore une fois, comme l'avait dit Bruno Bilde, il manquerait d'ailleurs de cadres pour tenir ce pouvoir. Le but du FN, ce serait simplement de faire de l'argent. Elle aborde les différentes affaires financières qui suivent le FN-Rassemblement National, les kits de campagne, les assistants parlementaires fictifs,
Bon, c'est quand même une guerre en secret. On sait tous que la plupart des assistants parlementaires, au-delà du FN, dans tous les partis, bossent peu. Mais elle accrédite que ce problème, du coup, existe également au Front National qui se vante d'avoir les mains propres, quoi. En fait, elle a rappelé aussi qu'il existait déjà une enquête sur les assistants parlementaires fictifs du FN sur la mandature 2009-2014 au Parlement européen. Mais je pense que ce qui est le plus troublant, en fait, c'est quand elle parle de la nullité complète des assistants parlementaires qu'on leur met dans les pattes, en plus de faire du travail fictif, en fait, parce qu'ils bossent pas réellement au Parlement européen, ils bossent au QG du FN, mais ils bossent mal. Ils sont mauvais, en plus. C'est ça le problème. Alors, elle cite encore des noms, elle parle de Lou Vialet, de Sébastien Chenu, évidemment, d'Huguette Fatna. Alors, j'ai bien aimé celle-là, je la connaissais pas, qui apparemment, depuis longtemps déjà, est assistante parlementaire, et qui était payée par le Parlement européen, comme assistante parlementaire, mais elle n'y allait jamais. Elle faisait du babysitting pour les enfants de Marine Le Pen. Alors moi je veux bien que ça soit un petit peu dans tous les partis comme ça, mais à un moment je me dis juste, enfin Marine Le Pen n'a pas les moyens financiers d'avoir une babysitteuse, ça me semble quand même le minimum, il me semble qu'elle gagne quand même assez bien sa vie, quoi. Alors je trouve que c'est intéressant parce que comme elle cite les noms, Sophie Montel, ça donne de la force à l'ouvrage. Ça donne de la crédibilité. Et quand on voit ces noms parfois connus qui apparaissent, quand elle cite ces anecdotes, on comprend du coup que tout ça est en grande partie vrai. On leur impose des débiles comme assistants parlementaires, tout ça. Mais je dois avouer que ce qui m'a le plus choqué, et dont on ne parle pas en fait, c'est pas vraiment une affaire au sein du FN, mais elle a parlé du centre de formation des élus. Au FN, donc c'est l'IFOREL. Vous le savez ou pas, les élus ont un droit à la formation. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller se faire former auprès d'organismes, et cette formation est remboursée par la collectivité à laquelle ils appartiennent. Donc, si c'est par exemple les conseils régionaux qui vont se faire former, c'est remboursé ces formations par le conseil régional. Et chaque parti crée son propre organisme de formation pour récupérer évidemment l'argent des formations et pour remplir les caisses. Donc comme je dis, au FN c'est l'IFOREL. À la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas, si c'était de vraies formations qui étaient données. Mais en fait, on comprend là encore que tout ça n'est qu'une vaste plaisanterie. C'est-à-dire que, pour vous expliquer un peu le truc, on leur fait une formation par exemple à Nice, à côté de la mer, on leur paye l'hôtel, on leur paye le taxi, on leur paye le resto, il y a les casinos à côté, ils vont s'amuser. Et au milieu de ça, on leur dit, vous allez faire 2 heures de formation le matin ou 2 heures de formation l'après-midi avec le premier débile qui passe. Les mecs, ils signent leur présence puis ils se cassent. Et au final, voilà, ça arrange tout le monde. Les élus FN, ils ont des vacances gratuites et les caisses du FN se remplissent. Encore une fois, s'il s'agit juste de créer un organisme de formation et de remplir un petit peu les caisses du FN, grâce au paiement de ces formations par le conseil régional, le conseil municipal, le conseil général. Après tout, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand on voit la nullité de nos élus FN, te dis quand même une bonne formation, une vraie formation, ça leur ferait du bien. D'ailleurs, au passage, là, elle égratigne également les patriotes. Les patriotes qui sont dans leur ensemble, comme Sophie Montel, je sais pas si c'est toujours le cas, mais je crois, des élus ex-FN, mais qui n'ont pas eu le courage de démissionner de leur poste, alors qu'ils avaient été élus avec l'étiquette FN sur des scrutins de liste, comme c'est le cas au conseil régional. Mais donc les patriotes ont créé, Florian Philippot a créé le CFEL, le Centre de formation des élus locaux. Et en fait, en regardant les statuts, vous voyez que c'est exactement les mêmes statuts que l'IFOREL. Pourquoi? Parce que Florian Philippot a demandé à Sophie Montel de lui filer les statuts de l'IFOREL, donc le centre de formation du FN, et il les a copiés-collés. Et autant vous dire qu'il fait exactement la même chose pour remplir les caisses, avec des formations qui en fait n'en sont évidemment pas. Madame Montel conclut. Comme tout ouvrage, il y a une conclusion. Elle l'a rappelé plusieurs fois que le FN ne veut pas, le FN-Rassemblement National ne veut pas gouverner, il veut simplement des places pour ses cadres supérieurs. Et là, elle dit donc qui reste pour assumer la direction
pour assumer les aspirations, plutôt, des patriotes, des nationalistes, de ceux qui aiment leur pays. Donc elle énumère un petit peu les grandes figures qui pourraient prendre cette place, qui pourraient prendre la place de Marine Le Pen. Et en quelques mots, elle dit ce qu'elle en pense. Alors, Philippot, le portrait qu'elle en a dressé, globalement, c'est un type qui est assez brillant, mais qui finalement est incapable de la jouer solo, qui n'a pas compris du tout la difficulté qu'allait être la sienne pour créer un parti politique, parce que lui, il est arrivé dans un parti politique qui, même s'il était mal organisé, était organisé, avait des dizaines de milliers d'adhérents, avait des structures, même si elles étaient mal faites. Il s'est lancé dans quelque chose, en fait, de complètement fou, quoi. Où il essaye de rester, de survivre dans la vie politique, mais sans moyens. Tout simplement. Et ça, elle dit, en fait, c'est un rêveur, plutôt. Il est très très loin de comprendre la situation politique réelle. Elle parle de Dupont-Aignan. Alors, elle croit pas en l'union des droites, elle le redit, mais même si elle n'aime pas beaucoup Dupont-Aignan, elle admire son honnêteté lors du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, de s'être ralliée à Marine Le Pen. Elle le dit, elle n'y croyait pas, ça l'a beaucoup surprise, mais enfin bon, voilà, quoi. Laurent Wauquiez dit, bon, c'est même pas la peine d'en parler, comprenez, il est pitoyable. Asselineau, elle parle d'Asselineau. Alors elle dit qu'il a des équipes extraordinaires, qu'il a des équipes super, mais lui n'a aucun charisme, aucune grandeur, et il ne saura jamais incarner le changement patriote. D'ailleurs, j'ajouterais que je suis pas sûr que Asselineau se voit nécessairement comme un patriote, ou que un parti qui se réclame n'être ni de droite ni gauche, je sais pas si on peut dire qu'ils sont nationalistes, patriotes, on peut dire qu'ils sont souverainistes à la limite. Ouais. Elle finit par Marion Maréchal, qui visiblement est un petit peu son obsession quand même. Pour Montel, elle reviendra. Elle dit, rassurez-vous, elle reviendra, soit au FN-RN, soit en créant son propre parti. Alors ça, par contre, j'en doute fortement, personnellement. Et elle remplacera sa tante comme épouvantail servant le système, en fait. Oui, c'est pas nécessairement faux, cette partie-là. Je pense qu'elle va revenir, Marion Maréchal, et je pense quand même si elle est plus douée que sa tante. Sincèrement, elle est plus douée que sa tante. Elle a commencé la politique plus jeune, elle a eu le temps un peu de mûrir. Mais je crois qu'elle servira encore, malgré tout, d'épouvantail du système. C'était Alexandre du Cercle Richelieu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et écoutez, je vous dis à très bientôt.